Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Cercle. Je suis pas tout seul aujourd'hui. Je suis avec Thomas, Thomas que vous connaissez peut-être ou pas, que je vais laisser se présenter. On va faire une analyse un peu particulière de cette opération aujourd'hui, puisqu'on va parler d'une nouvelle opération de collecte sur la première brique. Thomas, je te laisse rapidement me dire un mot, te présenter, puis nous expliquer un petit peu ce que tu fais là avec nous aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup, Benjamin. Effectivement, donc Thomas Dansette, cofondateur de la structure La Première Brique, directeur général. Et moi, dans la vie de La Première Brique, j'ai l'immense honneur de pouvoir diriger en fait le pôle projet, donc qui est le pôle qui est chargé de trouver les opérations, trouver les opérateurs, les porteurs de projets, analyser les dossiers, les structurer, les auditer en fond en comble, préparer les documents de présentation qui sont ensuite soumis à notre comité d'investisseurs et après suivre les projets tout le long de leur vie jusqu'à leur remboursement et bien évidemment avoir les interactions avec du coup les porteurs de projets, donc nos marchands de biens, nos promoteurs, nos opérateurs immobiliers. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connus avec Benjamin, notamment à travers des collaborations sur le groupe du Cercle MDB. On a la chance de pouvoir accompagner certains des membres dans leurs besoins de financement sur certaines de leurs opérations, que ce soit en travaillant sur les fonds propres ou parfois sur les financements en intégralité du dossier. Et du coup, je fais pas ça tout seul, bien sûr. On a une équipe de l'équipe projet aujourd'hui qui est composée de cinq analystes et qui grossit gentiment. Et donc, notamment, pour l'occasion, parce qu'on va en parler, ce projet est un petit peu particulier, on va réaliser un webinar donc mardi, la veille de la collecte, avec notamment le chargé d'affaires qui a eu la lourde responsabilité de mener en interne l'analyse et le montage de ce dossier, et que tu connais d'ailleurs. Très bien. Et qui est un très bon humoriste, notamment sur les noms des projets. Exactement. Et donc, on lui passe aussi le bonjour à Romain, si, voilà, on peut le dire. Ok, très cool. Oui, merci pour être avec nous sur cette vidéo. Merci pour cette présentation. Effectivement, La Première Brique, vous êtes une des plateformes de référence sur le crowdfunding immobilier, l'accompagnement des marchands de biens, notamment, les marchands de biens que nous, on accompagne et on forme pour le lancement de leur activité. Vous nous avez déjà accompagnés, vous étiez présent à notre événement il y a quelques mois maintenant sur Paris. C'était une belle journée où vous avez fait une intervention sur le financement, d'ailleurs, qui sera prochainement aussi partagée et publiée. Et donc effectivement, c'est un projet. On s'était dit qu'on allait faire peut-être une analyse ensemble de ce dossier. Donc c'est ce qu'on va faire. On va dérouler la plaquette un peu comme on le fait habituellement. Cette fois-ci, peut-être si j'ai des questions sur le projet, il aura les réponses. C'est un dossier un petit peu particulier. C'est pas un dossier pur immobilier, parce que c'est un dossier finalement de hôtel plus immobilier, C'est ça. murs et fonds de commerce en fait sur un projet. Donc nous, on va se consacrer principalement sur l'étude mur, mais je veux bien ton avis là-dessus aussi, puis sur l'étude fonds de commerce, et puis sur l'opérateur, etc. On va regarder, vous allez voir, c'est un gros dossier. On rentre direct dans le vif du sujet, ou tu veux en dire deux mots avant qu'on commence? Peut-être juste en propos effectivement d'introduction. Nous, c'est une typologie de projet qu'on regarde déjà depuis plusieurs mois. Et c'est un groupe avec qui on échange depuis plusieurs mois également, parce qu'on avait un premier dossier dans les tuyaux en fin d'année dernière. On en parle dans la plaquette, on a préféré se concentrer sur le projet dont on va parler aujourd'hui et pas faire le précédent. Euh, Simplement, et tu l'as très bien dit, c'est pas du pur immobilier. C'est-à-dire que chez Après un Brick, notre cœur métier, c'est accompagner les promoteurs et les marchands de biens dans le cadre de financement de fonds propres, encore une fois, de financement intégralité de leurs opérations. Depuis maintenant un bon bout de temps, on a commencé à regarder tout naturellement des domaines connexes en fait à notre activité, à notre cœur métier. On a fait pas mal de projets en location courte durée, en hébergement courte durée sur Paris notamment. Donc ça, on a pu nous aussi se faire une vraie culture du para-hôtelier en parallèle, parce que bien évidemment, le jour où on arrive avec un projet, surtout un projet de cette taille-là, c'est que en interne, on a bien sûr nous pris la peine de aussi se former et apprendre les codes de l'industrie et du métier. Donc c'est pas des dossiers qu'on a traités sur le cycle habituel que tu peux connaître en la demande rentre 30 jours après, c'est sur la plateforme. Là, c'est des dossiers beaucoup plus longs. Et en fait, ça accompagne une évolution naturelle de notre offre au sein de La Première Brique, qui est de proposer une gamme
de produits d'investissement toujours en lien avec de l'immobilier. On veut qu'il y ait toujours effectivement ce quand même lien, c'est le brick, cette pierre, quelque part dans le dossier, mais c'est naturellement aller vers élargir un petit peu ce qu'on va proposer aux investisseurs pour aussi diversifier leurs risques, diversifier leur portefeuille de placement, avoir un travail aussi de pédagogie. C'est d'ailleurs aussi une des raisons de la vidéo d'aujourd'hui. Hein, c'est effectivement c'est une classe d'actifs qui est l'hôtelier qui est particulière et qui est quand même extrêmement importante, surtout dans un pays comme la France, qui est quand même un pays très touristique, très hôtelier, avec on a quand même le groupe Accor, hein, notamment. Et du coup, c'est cette dynamique-là qui nous porte en ce moment, et on est en train de réfléchir à d'autres. C'est une nouvelle brique parmi d'autres qui vont venir dans les mois à venir. Donc des projets peut-être un peu mixtes, entrepreneuriaux avec de l'immobilier, peut-être des projets d'immobilier fractionné, des choses de ce style-là que vous avez en tête, sur des projets un peu plus moyen terme ou long terme? Nous, l'idée, c'est effectivement travailler l'immobilier sous toutes ses facettes. Ok. Tant qu'il y a de la qualité, tant qu'il y a de la sécurité pour l'investisseur, tant qu'on est en mesure, nous, d'appréhender parfaitement le risque et de le retranscrire aux investisseurs, qu'ils aient une pleine connaissance des dossiers. On nous propose des fois des opérations qui sont très pertinentes d'un point de vue financier, mais qui sont d'une immense complexité technique. Et c'est pas forcément notre ADN et notre volonté d'aller sur ces dossiers-là. Il y a d'autres structures qui sont très fortes là-dessus. Nous, effectivement, l'idée, c'est de devenir dans quelques années un groupe de référence pour l'investissement immobilier sous plusieurs formes. Ça va passer par effectivement de l'investissement au plus près de l'actif avec de la détention, de l'exploitation, de la revente. Encore une fois, on prend notre temps de bien faire les choses et pour ça, il faut qu'on avance étape après étape et on le fait à notre rythme et on sortira nos nouvelles briques quand on sera prêt et comme à chaque fois, quand ça sera le cas, c'est que ça sera de la qualité. Bon, bah, écoute, très clair. Merci pour ces infos et puis pour ce teasing du futur. Je vous souhaite la réussite la meilleure qui soit pour le groupe en tout cas. Ben, on va regarder, on va directement aller dans le cœur du sujet. La plaquette est ici. Donc on est sur un dossier, vous le voyez. Euh, je vais diminuer un tout petit peu ou te mettre là-haut. Tiens, voilà, parfait. Donc c'est un dossier à 2 785 000 euros de collecte, 11,5% l'an, avec une durée cible de 16 mois, pardon. Et on a des garanties classiques que vous connaissez, qui sont l'hypothèque de premier rang, la caution personnelle. On a également, en plus, le nantissement du fonds de commerce, mais on va en parler un petit peu. Tu interviens quand tu veux, hein, te gêne pas. On est à Lourdes. Alors, Oui. ceux qui connaissent cette ville pour différentes raisons, mais notamment parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui vont faire des pèlerinages dans cette ville. Et donc, du coup, on est sur un hébergement hôtelier là-bas. Donc, on est dans les Hautes-Pyrénées, pas très loin de Tarbes, si je dis pas de bêtises aussi. Et donc, l'idée, le projet qui s'appelle l'Alpha, hein, l'Alpha à Lourdes, c'est la reprise d'exploitation de l'hôtel, mais c'est pas simplement une reprise du fonds de commerce, c'est un achat des murs et une reprise du fonds. L'intégralité, un établissement 4 étoiles qui est localisé dans la cité, 180 chambres, 8500 mètres carrés au total, espace extérieur, restaurant 650 couverts, faut envoyer, le bar, la boutique, le parking, plusieurs salles de réception, des salons. L'objectif du porteur de projet, établir une nouvelle stratégie pour cet actif qui est sous-exploité en repositionnant l'hôtel avec une politique tarifaire, j'imagine, meilleure. Vous allez voir, rénover un petit peu le tout. Et surtout, il parle d'un contrat de franchise avec un leader international du marché. Il y a un peu plus de Ouais. détails derrière. Tout ce qui est sur le porteur de projet, donc on a une personne qui est un homme d'affaires qui a fait des reprises de biens en difficulté d'exploitation, donc a priori que des hôtels, il a fait essentiellement des hôtels. C'est quelqu'un qui est effectivement spécialisé de tout ce qui va être hôtelier et commerce. Alors, on se s'explique un peu plus tard, il a quand même dans son track record un peu plus de 5000 appartements à son actif sur des ensembles, en fait, notamment mixtes, des tours avec de l'hôtelier, du commerce, bureau et commerce de vente, et des appartements principalement en Europe de l'Est. Là, aujourd'hui, pour son activité française qui va nous intéresser principalement, effectivement, c'est principalement de l'hôtelier en reprise. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôtellerie, justement, c'est pour ça que je disais en introduction, c'est une classe d'actifs super intéressante. L'hôtellerie, on est dans une période où en fait, il y a des groupes hôteliers qui marchent super bien et les petits hôtels indépendants ont beaucoup de mal en fait à survivre. C'était beaucoup les hôtels qui étaient familiaux. Là, c'est le cas de figure, par exemple, c'est un gérant qui exploitait l'hôtel depuis des dizaines d'années.
et ben, simplement, ce monsieur part à la retraite. Et quand il part à la retraite, là, il vend sa structure. Donc, la structure qui était propriétaire aussi avec, donc, on en a parlé, le binôme mur et fond, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, effectivement, on voit apparaître des groupes, notamment des fonds d'investissement, qui viennent racheter ces hôtels qui sont en fait des hôtels qui sous-performent parce que gestion un peu à l'ancienne, gestion familiale, et ça fait aussi leur charme, mais d'un point de vue purement financier et structurel, il y a aussi bien sûr des énormes sujets d'économie d'échelle dans l'hôtellerie, parce que c'est le principe de contrat de partenariat avec la société qui va venir faire le ménage, ou qui va venir, par exemple, gérer tout ce qui va être le linge, les approvisionnements. Quand on a un établissement, qu'on en a 10, forcément, il faut un point de négociation qui est vraiment différent. Et eux, effectivement, leur stratégie, et c'est ce qu'ils ont fait notamment sur leur précédent dossier avec une acquisition d'un hôtel à Cannes, qu'on avait regardé en profondeur. Effectivement, c'était un hôtel qui était assez vieillot, on va dire. Eux, là, par contre, ils ont absolument tout refait. Il y avait plus de 3 millions d'euros de travaux. L'hôtel a réouvert il y a quelques semaines. Hôtel qui s'appelle Hôtel Hollywood à Cannes, situé juste à côté de l'aéroport. Et eux sont effectivement partisans ensuite de les faire franchiser pour bénéficier en fait de la visibilité et aussi des offres de services de grands groupes franchiseurs d'hôtels comme le groupe Accor, Louvre Hôtel Group, des choses comme ça. Ok, bon, bah, très clair. Voilà, là, on voit un descriptif succinct, mais on reviendra dans la plaquette un peu plus en détail. Plus de 200 projets à son actif, construction d'1,2 million de mètres carrés, 35 hôtels. Bon, j'espère qu'un jour, j'arriverai à ce niveau-là d'opération à titre perso. Ça voudra dire que j'ai un peu accéléré. Mais bon, chaque chose en son temps, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, désormais, retour en France, activité foncière hôtelière, on en a parlé, et ils font accompagner par la première brique, par vous-même, et par potentiellement des investisseurs qui regarderont ça, cette vidéo. Donc, financement de la première brique 2,7 millions et le porteur de projet qui met 771 000 euros. On parlera des garanties, on va revenir un petit peu là-dessous un peu après, une fois qu'on aura vu le projet. La synthèse, comme d'hab, moi j'aime bien l'avoir à la fin, comme ça on verra si on est un peu raccord par rapport aux éléments qui sont mentionnés. Donc, oui, je le disais, j'étais il n'y a pas longtemps à Pau, donc je voyais bien parce que j'ai failli arriver à l'aéroport qui est entre le Tarbes et Lourdes, juste ici. Petit aéroport de villégiature, de pèlerinage essentiellement, effectivement. Donc, bon, bah, Lourdes pour ceux qui connaissent pas. Donc, 30 minutes de Tarbes, ouais, c'est ça. Frontière espagnole, pas très très loin. Pau, 50 minutes, même moins que ça potentiellement. Aéroport de Pau, 55 minutes. Oui, celui de Pau, mais celui de Alors, ce qu'il faut Tarbes-Lourdes. savoir, ce qui est important de préciser, effectivement, c'est rigolo, c'est que les minutes qu'on met, bien sûr, c'est en fait, on utilise un GPS entre notre Ouais. localisation et des villes. Donc, selon l'heure à laquelle nous, on a consulté et renseigné la donnée, par exemple, il y a une fois, on avait mis effectivement un temps sur une distance que moi, je connaissais bien. Je trouvais très élevé. Effectivement, ça avait été fait à 8h30 du matin. C'était bouché dans tous les sens. Donc là, c'est sûr que le temps était un peu allongé. Bon, ok, très bien. Donc ouais, bah il y a pas mal de lieux de pèlerinage, la grotte, etc. Donc tous les éléments qui sont marqués là. Je trouve ça cool dans votre plaquette que vous marquez à chaque fois les liens. On peut cliquer, on a les infos. Donc là, on a les éléments sur le département, sur les distances, pareil, en temps de transport, à pied, en vélo, en voiture et en trottinette. La ville du projet, donc on est à Lourdes. Donc l'hôtel est ici, 9 avenue Monseigneur Rodin à Lourdes. La mairie, le musée des cires et le sanctuaire, la basilique, etc. Qui sont pas très loin du tout. Donc, ensuite, on a tous les éléments sur les environnements des projets. Ça, je passe un petit peu parce que pour le coup, c'est pas forcément les éléments les plus principaux ou capitaux. Par contre, là, on va arriver dans des données un peu plus techniques. Notamment sur, on parle d'hôtellerie. Donc, hôtellerie, on n'est pas sur de la rentabilité locative classique avec un loyer mensuel. On est sur un taux d'occupation et un prix par nuitée avec un nombre de voyageurs qui vont venir dans la zone, un nombre de nuitées concurrentes, etc. Donc là, on est sur le tourisme dans les Hautes-Pyrénées avec le taux d'occupation que vous voyez en rouge et le taux d'occupation dans l'hôtellerie en France. Donc globalement, il semblerait qu'on ait quand même une occupation qui soit un peu moindre que la moyenne nationale dans cette région-là. C'est ça, un petit peu les points. Effectivement, parce que une ville, alors une région, alors, ceux qui connaissent un petit peu, c'est une région qui est vraiment pleine de charme. Mais Lourdes, effectivement, tu en as parlé en introduction, c'est une ville qui est intimement liée au pèlerinage et aux histoires religieuses qu'on peut avoir sur cette ville. Et du coup, forcément, l'activité hôtelière qui est elle-même liée à ces pèlerinages dépend aussi de sujets
religieux, d'actualité politique et autres. Sûr. C'est d'ailleurs pour ça, et on le présentera un petit peu après, que l'État a mis en place un important plan d'investissement pour rebooster un petit peu le tourisme à Lourdes. C'est un plan qui s'appelle Lourdes 2030, qui est un plan d'investissement commun entre la ville, le département et l'État. Ça a été signé par le ministre de l'époque. Et l'idée, c'est effectivement, c'est bien sûr aussi une manne financière pour l'État. L'hôtellerie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça rapporte beaucoup d'argent entre la TVA, les taxes d'hébergement, taxes de séjour, bien évidemment, et c'est ça donne fortement générateur d'emplois. Donc, l'État a effectivement capté cette statistique de taux d'occupation un petit peu plus faible qu'au niveau national, et du coup, a décidé de s'investir pleinement pour inverser un petit peu la tendance. C'est aussi pour ça que le groupe Courbet a ciblé cet actif. On en parlait, l'histoire du bien avec la vente d'un gérant historique, pour la petite histoire, qui en fait avait déjà vendu l'hôtel. La précédente vente n'a pas pu se faire. Donc le groupe Courbet est arrivé en fait en deuxième position pour récupérer le dossier face à un vendeur qui pensait déjà avoir vendu. Quand on a quitté marchand de biens, on sait très bien ce que ça veut dire. J'en dis pas plus. Mais ça explique aussi. Bonne négo. Voilà. Bon, okay. Et donc c'est aussi pour ça, effectivement, c'est une zone qui est très connue, qui attire beaucoup de monde, surtout sur des pèlerins et notamment des moyennes d'âge qui sont peut-être un peu plus élevés que d'autres zones touristiques, donc des pouvoirs d'achat aussi qui sont un peu plus élevés que sur d'autres zones touristiques. Et l'idée, bien sûr, du groupe, c'est justement d'identifier une opportunité de valeur ajoutée dans le temps. Ouais. Et cela s'inscrit aussi notamment avec la vision des pouvoirs publics qui vont investir massivement sur la zone. Et ok, très clair. Là, on voit clairement la chute de la fréquentation, la Covid, et la reprise finalement qui semble être, je ne vais pas dire au même niveau exactement peut-être parce qu'on n'a pas assez de recul, mais ça semble avoir quand même pas mal repris sur l'activité au niveau touristique en France en tout cas. Donc là, on voit les capacités en termes de tourisme. Sur l'ensemble, on a 127 hébergements différents qui permettent d'avoir 9483 capacités. Alors ça c'est en termes de... Parce qu'on a cette partie sur la partie hôtel et là on a les autres types d'hébergements. Donc on a 127 hébergements, 127 hôtels, c'est ça que je veux dire sur la ville? Ça c'est l'hôtel. Alors il y a effectivement des différences de données déjà entre les deux tableaux qu'on présente. Notre vision, c'était de donner aussi un maximum de stats. Donc, on a bien sûr avec sur les sources, on a l'INSEE, on a des études importantes qui avaient été faites par le département, mais on voit qu'ils sont datés de 2019. Donc, déjà avant le Covid, sur un domaine, on en parlait, une zone qui était un petit peu en difficulté. Donc, effectivement, la réalité d'aujourd'hui, au 1er janvier 2023, n'est pas la même que celle de l'étude qui avait été faite par le département en 2019, qui a d'ailleurs permis d'enclencher le plan lourd de 2030. On retrouve la logique. Alors, bien sûr, à l'époque, personne n'avait prédit le Covid, mais effectivement, on est sur une zone où il y a 127 hôtels, encore une fois, au 1er janvier, sachant que c'est des hôtels au sens de la réglementation. Donc là, il y en a la classification par étoile, qui est encore une autre classification, mais tu sais rien, il y a la classification hôtelière, il y a les hébergements para-hôteliers, et après, il va y avoir tout ce qui est la chambre d'hôte, la location meublée. Location meublée, chambre d'hôte. Donc la location meublée, ça va être des Airbnb qui sont mis à disposition. Là, je vois même les campings et les résidences de touristes, c'est encore autre chose. Et les chambres d'hôtes qui sont encore autre chose. Donc 70% quand même de l'hébergement sur la ville, c'est représenté et c'est géré par des hôtels pour une capacité en fait globale. Alors j'ai pas le global, mais 22 plus 3, 25, 27. On est à 30 000 globalement en capacité en nombre de lits. 30 000 lits sur la ville, sachant que là, il y a quand même un paquet de chambres aussi. Donc ça, c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'ils vont faire et qu'est-ce qu'ils vont réaliser. Au niveau des chiffres, alors donc là, on a les résultats mensuels de l'activité hôtelière. Donc pareil, alors les sources, là, je voyais MKG Consulting, c'est une boîte qui fait du consulting sur de l'hébergement hôtelier, c'est ça, et sur des hôtels? MKG Consulting, c'est une structure qui fait office de référence dans le domaine de l'hôtellerie et notamment qui a publié un rapport de pertinence pour aider, accompagner les dirigeants du groupe Courbet en fait à déjà valider l'intérêt de l'opération et ensuite aussi mettre des chiffres concrets. Voilà. Parce que encore une fois, ça bien ce que tu disais en introduction, il y a la vision de l'actif
mais il y a surtout la vision de l'exploitation, du potentiel d'exploitation. Et donc, pour ça, effectivement, MKG Consulting est intervenu. Donc, nous, on s'est procuré l'intégralité des rapports et des analyses. Là, c'est des documents qui font des dizaines de pages. Là, on a bien sûr reproduit la synthèse et l'essence de quelques données essentielles. Mais eux ont fait un travail, effectivement, de fond sur le positionnement stratégique, marketing, les différents hôtels, les comparaisons, la concurrence et tout ça. Ouais, ça nécessite d'aller beaucoup plus dans le détail en fonction de la typologie d'hébergement, le nombre d'étoiles, la saisonnalité, etc. Donc, on a tous les éléments. Là, on voit sur juillet. Donc, on a 2 activités en juillet et en janvier. Donc, en juillet, on va avoir sur ce secteur-là 60,2% en moyenne de taux d'occupation à 71,80 la nuit. Le RevPAR, là, ça, je sais pas ce que c'est. Tu sais me renseigner, RevPAR? Bonne question. On a mis une astérisque et on a oublié de mettre le renvoi. Désolé, je te mets en colle. Alors, Voilà. Et ça, donc, ça on voit sera la question à poser à Romain mardi soir. Bon, bah, très bien. Et le delta entre juillet et janvier, vous voyez, donc l'été, on a 60,2% de taux de remplissage contre 44,9% sur une période de janvier. Et on voit une différence au niveau du prix de la nuitée, ce qu'on n'a pas dans de la location classique à l'année, ou que ce soit du commercial, du professionnel ou de l'habitation classique. Donc ça fait varier. Et en fait, on va regarder le CA annuel, le chiffre d'affaires annuel généré, et ça nécessite voilà, d'avoir ce type d'analyse. Donc ça, c'est les photos de l'actif. Donc, Oui. c'est l'hôtel Christ Roi. Christ Roi. Voilà. Christ Roi, ok. Donc, on voit qu'il y a deux bâtiments a priori. On a des espaces extérieurs. Oui, ça, c'est le truc typique. C'est l'hôtel typique avec, on peut faire rentrer les bus, on peut faire arriver des convois de voyageurs. Effectivement, ça, c'est l'hôtel typique. Sur l'eau, on a déjà dit que c'était effectivement c'est une type de clientèle touristique particulier parce que c'est très lié au pèlerinage, mais c'est aussi un type de vente hôtelière assez particulière parce qu'en fait, c'est beaucoup des groupes. Ça va être des groupes de paroisses, ça va être des rassemblements de jeunes, par exemple, choses comme ça. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'offres qui sont en fait des offres groupes. Et c'est aussi pour ça que se rapprocher d'une franchise avec une très grosse visibilité et une renommée, avec des centrales d'achat et de vente qui, eux, ont aussi des contrats de partenariat avec beaucoup après de l'agences de voyage, ça permet aussi d'augmenter la fréquentation de l'hôtel. Et effectivement, c'est un hôtel, on en parlait tout à l'heure, sur la capacité du restaurant. C'est un hôtel 180 chambres, très grand restaurant, et effectivement, une entrée qui permet d'accueillir des bus. Bon, ben, très bien. Alors là, on voit, je trouve le décor très sympathique, un peu kitsch, mais je ne voudrais pas froisser l'exploitant actuel et le travail qu'il a mis là-dedans, parce que quand même, ça a dû être du taf. Donc là, au rez-de-chaussée, on voit qu'ils indiquent grande salle de restaurant accessible, une boutique, une bagagerie, des bureaux. Au premier sous-sol, on a la salle des petits déjeuners. J'imagine le petit déjeuner le matin, là, ça doit envoyer du lourd. L'office, les réserves, les locaux techniques. Donc ça, c'est les salles de restauration, la réception. C'est tout beau, c'est tout propre. Voilà, c'est assez marqué, mais c'est tout beau et tout propre en tout cas. C'est en exploitation, on est d'accord, hein, actuellement, l'hôtel, ça tourne. En exploitation, ouais, exactement. Ok. Donc là, il y a une partie bar. Voilà, bon, moi je suis d'accord que c'est plus trop à la mode, mais ça doit plaire et ça doit satisfaire malgré tout. C'est quand même un standard de 4 étoiles, donc c'est qu'il y a du taf qui a été fait. On a des chambres. Donc on doit avoir, là on voit des chambres avec un lit double, un lit simple, les petites salles de bain. Bon, voilà, classique des chambres d'hôtel. Et là, on voit eh bien, les parcelles cadastrales. On va parler d'immobilier. Donc, on a de la forêt, hein, c'est ça? C'est les parties extérieures? Ouais, c'est un terrain, en fait, là, on ne le voit pas forcément vue satellite, mais effectivement, il y a ce virage qui vient longer le bâtiment A qui détient 104 chambres et qui fait après un lacet. Et il y a ces arbres, c'est le début d'une colline, en fait, parce qu'on l'a vu tout à l'heure sur la vue un peu plus globale de la ville. On est très proche des centres de pèlerinage, mais on est en fait en bordure de centre-ville, donc à côté de la végétation. Ok. Donc, du coup, 2 bâtiments, un premier qui fait 104 chambres et un second qui en fait 76. Et on arrive dans le bilan prévisionnel financier. Alors, c'est là où ça change un petit peu par rapport au bilan classique. Alors, vous allez retrouver, pour ceux qui ont l'habitude,
le bilan classique de l'opération, je crois, est juste après, un peu plus loin. Bon, je l'ai pas trouvé là de suite, mais on va le retrouver. Là, on a le bilan prévisionnel. En gros, avec des chiffres, vous avez le chiffre d'affaires. Il y a trois sources de revenus: l'hébergement, la restauration et les annexes, frais divers. Donc, sur l'hébergement, avec un business plan qui est fait jusqu'en 2033. Donc, on a 19 ans d'exploitation. Un chiffre d'affaires qui est en croissance chaque année dans le business plan. On passe de 2 millions à 4 millions 3 en 9 ans. Donc, c'est un bon multiple sur le montant du chiffre d'affaires. Donc là, on est sur l'année 2024 qui est déjà en cours avec, j'imagine, une partie déjà d'actée, parce qu'on a déjà un trimestre de passé, et des prévisions sur l'année. L'acquisition est prévue pour le 25 mars. Donc, en fait, D'accord. globalement, là, après, il va falloir forcément quelques semaines pour mettre en place les premières modifications. Mais le groupe Courbet travaille déjà sur le sujet depuis quelques temps. Donc, ça va être, en fait, dès qu'ils seront propriétaires, ils vont pouvoir déployer leur stratégie. Ce qui est important effectivement de souligner, c'est que le vrai gap se fait surtout entre 2024 et 2025, où il y a l'application et la stratégie, un petit peu entre 2025 et 2026. Et après, on reste sur une croissance un petit peu linéaire, Mhm. où on voit que le revenu brut d'exploitation, en fait, reste à 31%. Donc, le chiffre d'affaires augmente. Les charges logiquement augmentent aussi. Le RBE reste stable avec un objectif de 31%. Ok. Ouais, donc du coup, le gros du travail là par l'opérateur, ça va être de mettre en place la stratégie entre 2024 et enfin, d'ici la fin de l'année, en fait, pour que 2025 fasse des chiffres bien supérieurs, parce qu'on augmente de 1 million sur l'hébergement. Alors, si on augmente de 1 million sur l'hébergement à 80, j'ai oublié un zéro ou pas? Oui, là, sur 81,5, je voulais voir un peu combien ça faisait de nuitées en plus. Ça fait 12 269 nuitées de plus sur 365 jours. Ça veut dire qu'il faut qu'ils vendent 33 chambres de plus par jour, chaque jour de C'est ça. l'année, Sachant pour qu'en fait, atteindre leurs résultats. exactement. Le business plan a été établi sur la base d'un taux d'occupation de 53,2%, qui est, bon, alors pour ceux qui font de la location Airbnb, qui ont regardé la vidéo, ils vont halluciner. Voilà. Mais 53,2% en taux d'occupation, c'est quand même pas dingue. Hein. Ouais, ouais, je comprends. Alors après, c'est ce qu'on voyait là dans le bilan un peu plus haut Ouais, là sur les occupations. On avait sur Tarbes-Lourdes 44,9 sur la période, j'imagine, la plus creuse, peut-être janvier, ouais, et c'est ça. 60,2 sur la période estivale. Donc, Il faut savoir, par exemple, ça semble cohérent. première décision stratégique du groupe, actuellement, c'est un hôtel qui n'est pas ouvert toute l'année. Donc déjà, eux, c'est de partir sur une ouverture annuelle. Tu rigoles, mais Non, mais c'est un peu ça. dingue. Moi, ça me fait. C'est dingue, ouais, mais Voilà. ok, ok, Première décision ok. stratégique, effectivement, c'est d'ouvrir toute l'année. Donc forcément, il y a des périodes qui sont plus creuses. Donc ça veut aussi dire un personnel qui est réduit, des nuitées un peu plus faibles qu'en période estivale, par exemple. Mais déjà, ouverture toute l'année, forcément, on va maximiser le chiffre d'affaires. Ouais. Ouais, donc parce que là, on augmente la restauration et l'hébergement. Alors bon, les chiffres d'affaires divers, c'est pas vraiment le sujet. C'est indiqué, mais c'est pas le sujet par rapport à l'échelle des autres revenus. C'est pas non plus juste des augmentations du chiffre d'affaires sans rien faire. On passe de 1,5 million de charges d'exploitation à 2,3 millions, puis 2,6 millions pour atteindre jusqu'à les 3 millions en 2033. Donc il y a quand même de l'investissement, j'imagine, en termes de personnel, peut-être en CAPEX Bien sûr. exactement, sur des travaux, une remise à niveau de certains standards, etc. pour l'hébergement. Certainement aussi des capacités à développer du marketing et de la vente pour Bien multiplier sûr. un petit peu le chiffre d'affaires. On est sur un vrai business là avec des charges qui sont calculées au juste, à mon avis. Ce qui est Ok, intéressant aussi sur cette zone et sur ce type d'hôtel, on revient sur le restaurant 650 couverts. ouais. Euh, il y a énormément de pensions complètes ou de Ah, demi-pensions. Voilà. Donc en fait, c'est aussi intéressant d'avoir une très grosse capacité de restauration sur place, sur site, à la fois pour les petits déjeuners, pour les déjeuners et les dîners, avec soit la pension complète, soit la demi-pension. Donc dès qu'on va avoir un client qui va réserver une nuit, en fait, il y a une vente additionnelle de restauration qui est quasiment ouais. certaine, soit en pension, soit en demi-pension, en pension complète, soit en demi-pension. Et donc du coup, forcément, toute nuitée qui va être captée en plus va ruisseler sur le chiffre d'affaires d'hébergement et le chiffre d'affaires de restauration.
C'est ça, parce qu'en fait, quand tu vends une chambre à 80-50, en fait, tu lui vends une chambre plus les petits-déj, plus le repas du midi et le repas du soir. Donc, le ticket moyen et le panier moyen par utilisateur ou par acheteur, il va nécessairement augmenter. Puis, j'imagine, quand tu as 650 places de restaurant, peut-être qu'ils peuvent vendre aussi à la clientèle externe sur des groupes, justement, qui viennent juste à la journée ou des choses comme ça, peut-être. Oui, tout à Ok. fait. Ou Ok. sur des hôtels qui, par exemple, eux, n'ont pas la capacité d'avoir des restaurants conséquents. Ça peut être, ça s'est déjà arrivé. Moi, la dernière fois, j'étais bah, juste avant de venir à l'événement du Cercle MDB, j'étais sur un hôtel à Paris qui n'avait pas de restaurant et en fait, qui était en partenariat avec un autre hôtel du même groupe, euh, et des participations croisées. J'ai fait une petite enquête après sur Papers. Et qui du coup, lui avait un restaurant, et donc quand on commandait un room service du restaurant, dans l'hôtel qui n'avait pas de restaurant, c'était en fait Ok. l'autre restaurant qui amenait la nourriture. Bon, bah, très clair. Donc là, pareil, c'est MKG Consulting qui a bossé sur les business plans. Donc là, le chiffre d'affaires de l'hébergement. Donc là, on a les mêmes chiffres, hein, donc le 1 547 à 2 500 000. Donc 1 547 à 2 500 000. Donc c'est le même chiffre d'affaires, mais décomposé en deux en fait, hébergements. Et de ce qu'on comprend, parce que tout à l'heure, on a parlé de franchisés. A priori, c'est parce que ça serait des hôtels Kyriade qui seraient franchisés derrière sans trahir de secret ou de certitude pour le moment, mais c'est en tout cas un business plan Alors là-dessus. aujourd'hui, effectivement, il y a pas encore de contrat qui a été signé. C'est pour ça qu'on a présenté les différentes possibilités de franchise et on a mis une page dédiée à ça. Ouais, On a fait d'ailleurs valider, pas plus tard qu'avant-hier, les éléments qui étaient contenus dans ce document par la direction du groupe Courbet pour être sûr qu'il n'y ait pas de problématique de divulguer une information bien confidentielle, de sûr. venir perturber les négociations en cours. Eux ont aujourd'hui deux pistes très abouties de réflexion. Une qui a un peu plus leur préférence, qui est notamment travailler autour de la marque Kyriade. D'accord. Ça, c'est bien sûr les études, on en parlait de stratégie, communication très poussée par rapport aussi à leur cible. Voilà. Et la marque Kyriade qui permet notamment d'avoir une bivalence entre du 3 étoiles et du 4 étoiles au sein du même établissement. Donc, il y aurait en Ça, fait une partie en 4 étoiles en Kyriade Prestige et une partie en Kyriade traditionnelle en 3 étoiles qui permet d'avoir une offre hôtelière aussi au sein du même établissement un petit peu plus large. ok, très clair. Et donc, du coup, on a la ventilation et ça serait globalement un bâtiment qui serait en Kyriade et l'autre en Kyriade Prestige, c'est ça, sur les deux bâtiments? L'idée, ça, c'est de simplifier. Alors, c'est la même enseigne et c'est Ouais, simplement les histoires de classification hôtelière, c'est ok. histoire de normes en fait dans les chambres, de type de service au niveau de la chambre, de type de mobilier, de superficie, de choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment pour rationaliser. Effectivement, quand ils font ça, c'est là en plus il y a deux bâtiments, ça se passe plutôt bien. Ouais, ouais, donc du coup, bah, les Kyriade Prestige sont 4 étoiles, vous voyez, c'est 85 euros versus 60 euros de prix moyen à la nuitée. Avec une petite augmentation, on le voit pareil sur le prix de la nuitée au fur et à mesure de l'amélioration de l'hébergement et de sa renommée. Mais il y a déjà une différence là-dessus. Ok, bah, très clair pour l'hébergement. Pour la restauration diverse, mais on en parlait, il y a le taux de captage de l'hôtel et il y a la clientèle extérieure. Donc on a des tickets moyens qui sont à 15 euros pour les repas et qui vont augmenter au fur et à mesure, pareil, des années. On a du chiffre d'affaires qui vient des petits déjeuners. Donc c'est intéressant, je pense, aussi pour toutes les personnes, même qui seraient marchands de biens, investisseurs, etc., de regarder ça pour voir un peu comment se décompose un business plan sur de l'hôtellerie ou par hôtellerie, un peu plus clair. Et je pense que c'est assez sympa de regarder ça. On a pas mal de Euh, marchands de biens, on avait déjà fait des dossiers dans l'histoire de la première brique, donc on n'avait pas du tout présenté sous un format hôtelier, mais on oui, avait pas mal de marchands de biens qui effectivement, notamment ça dépend des régions, mais je pense que c'est des régions en Savoie. Alors, je parle pas en station, parce que là pour le coup l'hôtellerie en station c'est des montants énormes et c'est déjà vraiment trusté par des groupes, mais on avait pas mal de sujets sur des résidences de tourisme et autres, avec des mhm, marchands de biens qui se positionnaient justement sur les actifs qui n'intéressaient pas les groupes hôteliers, parce qu'il n'y avait pas forcément de vraie exploitation hôtelière, stratégie hôtelière, mais il y avait quand même un produit immobilier qui pouvait être travaillé. Et donc, nous, on a déjà eu des opérations, effectivement, et je connais des marchands de biens qui sont un peu spécialisés dans ce positionnement. On n'est pas dans l'hôtelier, mais c'était un hôtel ou c'était une résidence de tourisme. On va déposer un permis de construire pour transformer la destination et le faire passer en habitation. Et ça, c'est des opérations qu'on voit effectivement assez régulièrement, encore une fois, dans certaines zones qui avaient beaucoup d'hébergements et qui ont un petit peu moins peut-être le vent dans le dos. Et du coup, l'approche hôtelière n'a plus
plus trop de sens aujourd'hui. Ouais, et puis il y a eu pas mal aussi post-Covid des fermetures, des choses comme ça, donc des opérateurs qui se sont positionnés sur ces reprises d'hôtels, des fois des montées en gamme, des fois des changements en appart-hôtel, en résidence assez haut de gamme versus des hôtels. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont faites et il y a des choses qui sont intéressantes de ce côté-là. Donc là, c'était la décomposition. Ensuite, on voit les charges d'exploitation qui sont divisées en fonction des différents postes. Donc, on détaille des charges en lien avec l'hébergement, en lien avec la restauration, charges diverses, administratives et générales, l'informatique, le marketing, maintenance, etc. J'imagine que quand vous mettez par exemple l'hébergement, c'est la charge salariale aussi en lien avec l'hébergement, c'est ça, dans les bilans? Et la Ouais, là, restauration, idem. Ouais. on a décomposé. Alors, on a intégré même d'ailleurs les éléments qui sont propres à la franchise avec Ouais, je les ai vus là, les redevances de voilà, franchise ici et les et les fees. fees marketing qui Ouais. sont généralement dans un contrat de franchise lié à la redevance Ouais. sur franchise, plus soit sur le chiffre d'affaires, par exemple en restauration, autre, et on vient rajouter des fees marketing pour la franchise qui sont en plus du budget marketing de l'établissement. C'est pour ça que là, il y a deux lignes, par exemple, marketing. C'est qu'il y a une ligne qui est une ligne de frais de redevance pour la franchise sur du marketing. Et il y a aussi le marketing et la communication autour de l'établissement qui sera déployée directement par le groupe. Alors après, j'imagine qu'il y a certains qui vont se dire, mais c'est bizarre qu'il n'y ait que 30% sur l'hébergement. En fait, ça intègre pas l'immobilier, là. On est sur la partie fonds de commerce, donc c'est sur les charges d'exploitation. Et c'est pas sur la charge immobilière liée, par exemple, à l'acquisition des murs et du terrain et des chambres en réel. Ça va être vraiment cette partie d'exploitation. Donc ça, c'est un autre, enfin, ça va être à part. Et on va plus le voir sur la partie immobilière sur laquelle je pourrais plutôt parler là-dessus. Et d'ailleurs, sur cette partie foncière qui est maintenant indiquée ici. Donc, alors, hop là, on a une promesse de vente, non, une promesse de cession d'actions. Donc, ils achètent les actions portant sur 100% de la société Chris 3. Donc, en fait, ils font un share deal. Ils détiennent l'actif hôtelier et le fonds de commerce attenant. Donc, en gros, la société qui porte le projet rachète la société actuelle de l'exploitant qui prend sa retraite, qui détient donc le mur et le fonds. Acquisition 2 750 000, très bien négocié. Tu en as parlé parce qu'il y a eu un échec sur une première négo. Donc peut-être que c'était plus cher, peut-être moins cher. En tout cas, ils avaient des bonnes billes et plutôt en faveur d'un acheteur. Là, on était sur une négo en faveur acheteur. Il faut ajouter à ce prix des droits d'enregistrement de cession de 5%. Donc, on n'a pas de frais de mutation. On est sur des cessions de titres et donc on a des cessions qui sont à 5%, soit 137 500. Bon, ça revient finalement presque. Non, c'est un peu moins cher quand même que des frais de mutation. Donc on arrive à 2 887 500 pour ces titres. Le reste du coût de revient composé des frais de la première brique à hauteur de 669 328. Vous êtes cher, dis donc. Ah oui, ça j'en profite parce que dernière fois j'ai vu passer sur Internet. C'est pas notre rémunération, c'est notre chiffre d'affaires. En fait, c'est ton salaire mensuel. Mensuel. on fait une seule ligne en fait dans laquelle on regroupe les frais de dossier. Donc ça, c'est la rémunération de la plateforme TTC quand le bilan est TTC. On l'indique de façon, c'est très rare qu'on fasse des bilans hors taxe, mais c'est toujours mentionné quand c'est le cas. Cette rémunération sur la plateforme, elle est dans les contrats, elle est présentée avant. Là-dessus, on est en toute transparence. On inclut tous les frais de garantie. Donc là, il va y avoir des frais d'hypothèque. Il va aussi y avoir d'ailleurs d'autres frais. On a même été un peu gentil avec quelques frais parce que on va, pour le lancement de fonds de commerce, on va prendre un avocat spécialisé sur Paris. Ça, c'est nous qui allons le supporter. Donc, on l'a pas inclus dedans parce qu'en fait, ça sera une partie de nos frais de dossier qui vont servir à payer les frais d'avocat, ces choses-là. Voilà. Mais l'idée, c'est que ça contient ça et surtout, ça contient les intérêts sur la durée cible du projet. Très bien, très clair. Tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que des fois dans les bilans, si on le sait pas, on comprend pas, on se dit mais c'est vraiment très très cher. Il se rémunère très bien. Mais non, c'est qu'un montant là-dessus et c'est plutôt la rémunération des invests en fait. Donc voilà, c'est un peu différent. Donc le coût de revient, il est 3 556 828. On a le foncier qui est un hôtel de 8500 m² qu'on va détenir par le biais de la société qu'ils vont racheter. Les travaux, aucun à date en tout cas. C'est ce qui est mentionné. Oui. Aucun travaux à prévoir. Le groupe a prévu d'exploiter l'hôtel en l'état d'abord, réaliser des améliorations et des rafraîchissements une fois que l'exploitation sera reprise. Donc au fur et à mesure, et j'imagine ils vont peut-être faire de temps en temps des chambres, certaines chambres, ils vont pas faire une réhabilitation globale en fermant l'hôtel pendant un certain temps. Non, justement.
C'est notamment une des forces de cet actif-là. Je fais la comparaison avec l'hôtel de Cannes, sur lequel ils ont fait énormément de travaux, où là, pour le coup, l'hôtel a été fermé pendant pour la durée des travaux. Et c'est le problème de l'hôtellerie, c'est que le chiffre d'affaires vient de l'exploitation. Donc, si on fait les travaux, c'est effectivement pour gagner plus de valeur plus tard, mais contrairement à un marchand de biens où le bien est généralement vide, là, en fait, c'est un peu la double peine parce que on investit beaucoup dans les travaux et en plus, on se coupe de tout revenu pour la durée de l'exploitation. Donc là, Ouais. effectivement, c'est un des gros avantages. Donc, eux, bien sûr, prévoient dans leur stratégie d'exploitation de venir réaliser des travaux dans les années à venir. Nous, par contre, on ne finance pas ces travaux. Notre financement sert à l'acquisition. Tu as utilisé le terme tout à l'heure, le share deal, effectivement, parce que là, c'est un peu particulier. On vient acheter une société qui détient murs et fonds. Généralement, dans l'hôtellerie, ça arrive assez souvent que les murs et le fonds de commerce soient distincts, soit dans deux sociétés distinctes, généralement les murs dans une SCI et le fonds dans une société commerciale, soit, par exemple, il y a des fonds d'investissement qui ne vont investir que dans les murs et des opérateurs qui vont, eux, détenir le fonds de commerce. Donc là, c'est une société qui détient murs-fonds et nous, on vient financer la société Courbet SA qui va racheter l'intégralité des actions de cette structure-là. Et c'est aussi pour ça, dans un souci d'honnêteté intellectuelle et de transparence, on a présenté des éléments comptables de ce qu'on appelle la cible, en fait, la société qui va être rachetée par le montage. Mais nous, notre intervention ne vise pas à financer des travaux. Et oui, il prévoit on a vu les photos, hein, alors ça marche très bien, ça marche bien comme ça. Ça marchera encore mieux quand ils auront changé quelques petites choses de positionnement, de marketing et de petits trucs tout bêtes, mais qui font que quand on a découvert le dossier, il y avait des moments où on se disait mais c'est pas possible. Enfin, l'hôtel exploité comme ça où il n'y a pas ça en place, il n'y a pas ça en place. Et pourtant, ça marche quand même plutôt bien. Donc, c'est plus qu'honorable pour effectivement le gérant historique de l'établissement. Mm. Et la réhabilitation interviendra, mais après notre remboursement. Donc, on a considéré qu'en fait, ça n'intégrait pas dans notre scope d'analyse du projet. Et puis même s'ils en faisaient, du coup, ils les financeraient par leurs propres fonds et il en ressortirait qu'il y ait une valeur plus importante et des murs et du fonds. Donc, ça ne peut qu'améliorer la garantie sur ce dossier-là. Donc la stratégie d'exploitation, on en a parlé, il y a la signature d'un contrat de gestion avec un des acteurs hôteliers majeurs. Alors les deux grands groupes, c'est Accor et Louvre Hôtel. Alors les Accor, ils ont les Novotel, Mercure et Ibis globalement et plein d'autres hôtels. Et les Louvres, ils vont avoir les Kyriades, les Campani, je sais plus trop, peut-être les Formule 1 aussi ou des choses comme ça. Donc ils ont différentes gammes. Et tout ce qui est Tulip, Golden Tulip et Tulip, je crois. Ok, très bien. Donc il y aura un de ces franchisés, une de ces franchises qui va être sélectionnée. Objectif, tu en as parlé, rallonger la durée d'ouverture parce que pour l'instant c'était fin mars, fin octobre l'ouverture. Donc ça voulait dire qu'il y avait novembre, ouais, ça fait beaucoup de mois fermés quand même. Donc rien que c'est sûr que l'ouverture sur les mois où c'était fermé, ça devrait améliorer le point. Et vous mentionnez. On l'a vu, effectivement, on le mettait un peu plus tôt, le taux d'occupation de la zone en hiver est forcément plus faible, Oui. mais il existe quand même. Donc après, il n'est pas nul, hein, il est 50% quand même, ils disent. Ouais. C'est un calcul de rentabilité, c'est-à-dire quel est le prix pour ouvrir tout l'hôtel, sachant que eux, comme il y a l'histoire des deux bâtiments, des deux positionnements, ils peuvent aussi peut-être, je dis rien, mais jouer sur un seul des deux bâtiments. Bien sûr. Du coup, réduire forcément les coûts de chauffage, les coûts d'entretien et autres. Donc après, le calcul, c'est de dire combien coûte un jour d'ouverture, enfin plutôt 365 jours d'ouverture, combien ça rapporte. Et généralement, sur toute l'année, principe d'une exploitation hôtelière, alors si tous les jours, c'est profitable au sens que les revenus sont supérieurs au coût d'ouverture, c'est super. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une majorité, c'est qu'à la fin de l'année, ça soit profitable. Et c'est toujours le sujet, c'est dire que si ça se trouve, ouvrir en hiver, la semaine, ce n'est pas très intéressant, mais les week-ends, c'est rentable. Est-ce que la sur-rentabilité créée par les week-ends permet d'être supérieure à la destruction de valeur entre guillemets de la semaine? C'est un calcul, c'est financier. Et pour le coup, le groupe Courbet est très bien accompagné sur ces aspects-là de calcul et de simulation et dispose en interne de personnes qui sont à un niveau financier très élevé. Ok. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils ont déjà une personne ressource qui va manager cet hôtel-là. Il est déjà salarié dans le groupe, il a déjà une expérience significative
dans l'hôtellerie. Donc, quand on mène des grosses barques comme ça, parce que c'est même un paquebot en termes d'hôtel, il faut un mec qui soit solide, enfin un mec, une personne en tout cas, qui soit solide et capable de gérer cela. Donc, ils ont déjà cette personne-là qui est indiquée, mentionnée. En fait, ça fait partie des éléments qui, pour moi, entre guillemets, me rassurent quand je lis le dossier, parce qu'en fait, ils anticipent tout, ils ont déjà tout prévu et ils ont des réponses aux potentielles questions qu'on pourrait se poser venant d'un investisseur ou d'investisseurs, quel que soit notre positionnement. Et puis tu le mentionnais, il y a un plan de développement, de soutien de l'État pour le tourisme lourdé depuis 2022 avec un objectif en 2030 d'avoir, j'imagine, développé l'économie du tourisme dans la ville et les alentours. Donc ça, c'est certainement très en faveur de ce projet-là. Sur la stratégie d'exploitation, on en a parlé. C'est celle-là, je pense, la slide que tu mentionnais. Donc, c'est en cours de discussion, plutôt assez avancé. Il y a une lettre d'intérêt, donc on est à la phase quand même de, on se serre un peu la main quand même et on se dit un peu plus que bonjour de loin. Oui, Voilà. Et puis, elle l'avait déjà fait. En fait, le Louvre Hotel Group l'a déjà fait avec une autre société de chez eux. Donc, je pense qu'ils sont déjà, voilà, ils ont déjà signé des deals. Et puis, si ça s'est bien passé, ils veulent peut-être renouveler l'aventure avec eux. c'est ça. Le plan, 176 millions d'investis par l'État. Et la ville de Lourdes qui débloque un budget de 97 millions de plus aussi. Donc il y a le patrimoine de la commune, l'urbanisme local, la rénovation énergétique globale, flotte de bus électriques ou à hydrogène, dispositifs d'amélioration du parc hôtelier. Donc voilà, et peut-être des opportunités foncières, parce que quand on a Peut-être. des grands groupes qui viennent s'installer dans une ville, Monsieur le maire dira peut-être qu'il a besoin à nouveau de, de très gros opérateurs pour venir financer de nouveaux hébergements et hôtels. Donc là, on a les coordonnées, non, pardon, le nom, le prénom du futur gestionnaire qui va prendre la direction. Donc il est dans l'hospitality, donc ce qui est l'hôtellerie et tout ce qui est l'accueil étranger, sport management aussi, dans le groupe déjà. Il est gérant de l'hôtel, attends, je l'avais lu, mais je le relis là, directeur d'hôtel à Saint-Nectaire avant de prendre la direction commerciale d'un hôtel Mercure dans la ville. Et puis, il a rejoint depuis 2022 en tant que directeur de l'hébergement dans un des actifs du groupe. Est-ce que c'est l'actif de Cannes? Un Non, autre. c'est pas l'actif de Cannes. Un L'actif de autre Cannes, pourquoi il actif. à l'ouverture a eu lieu il n'y a pas longtemps. Mais c'est pas l'actif de Cannes. Mais par contre, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que c'est aussi un profil parce que les hôtels en franchise, c'est aussi encore une fois une autre particularité. Là, par exemple, c'est quelqu'un qui a évolué dans le cadre de la franchise Mercure. Alors, même si ce ne sera pas forcément un Mercure, c'est aussi, en fait, ce que la franchise va apporter, bien sûr, des plus. Hein. C'est pour ça que les opérateurs généralement font appel à des groupes de franchise, mais oblige aussi le groupe hôtelier et en bout de chaîne, on va dire, le directeur de l'hôtel, qui est le responsable, à respecter tout un tas de codes, de normes, de reporting et autres. Donc, c'est vrai que pour quelqu'un qui serait, par exemple, spécialisé de l'exploitation hôtelière en direct, basculer sur un format de franchise, c'est un Oui. peu comme un restaurateur qui a son restaurant et qui devient franchisé. C'est un mode de direction, de pensée et autres qui est pas forcément le même. Et donc là, effectivement, on a la chance d'avoir un profil qui a déjà connu ce montage-là. Ouais, c'est sur la franchise, t'as pas toute la latitude que tu pourras avoir avec un hébergement propre, certaines contraintes, mais qui sont pour beaucoup des développeurs, enfin des développements potentiels, mais certaines contraintes et un peu moins de largesse par rapport à ça. Donc là, il y a une étude de marché de 1er janvier 2023 des autres hôtels sur Lourdes avec le nombre de chambres, les prix, les avis. Donc c'est très complet. Bah, je vous invite à le regarder. Je sais pas si on a grand-chose entre guillemets à en donner, si ce n'est que quand on regardait les prix déjà à l'heure actuelle, le Mercure, moi ce que je regarde, c'est sur les prix, hein, si on peut regarder un peu ces points-là. Les prix sont plus de 100 euros, on est entre 106 et 125 euros pour les prix. C'est ce qui est visé in fine dans 10 ans quasiment sur l'hôtel, alors qu'il est déjà aussi un 4 étoiles, alors pas franchisé, mais on peut se dire qu'en fait la franchise va permettre d'attirer et de faire remonter le prix, comme c'est le cas peut-être sur ces hôtels-là. Tout à fait. En fait, l'objectif, et c'est vrai que quand on regardait le prévisionnel d'exploitation, on pouvait se dire que c'était un petit peu ambitieux. Mais en fait, leur idée, c'est de rattraper un retard, on peut dire, sur d'autres hôtels qui sont déjà positionnés sur ça et qui tournent.
et qui donc arrivent à vendre, eux, ces nuitées-là sans trop de difficultés. Donc, en fait, encore une fois, l'idée, c'est pas de repositionner l'hôtel sur un positionnement hors marché. Sur l'autre, il y a un 5 étoiles et après, on a vu qu'il y a pas mal de 4, 16 en tout. Mais c'est justement de dire que, OK, c'est s'inscrire dans la dynamique qui a déjà été éprouvée par d'autres hôtels, par d'autres groupes. Donc, en face, il y a une clientèle certaine, il y a une demande et l'idée, c'est de venir rajouter de l'offre. Donc là, on voit qu'actuellement, l'hôtel Christ-Roi est un peu plus peut-être comparable à l'hôtel Astrid en termes de Astrid 4 positionnement. étoiles, tout à fait. Ouais, exactement. Et ce que je regardais, hein, du coup, donc lui, il est ouvert annuellement, mais les autres, c'est vrai, ont une période de fermeture. Mais la période de fermeture de l'hôtel Christ-Roi, elle était quand même plus importante encore que. Oui, parce que le Mercure qui ferme de mi-décembre à février, bon, mi-décembre, après on arrive sur les fêtes de Noël, le mois de janvier qui historiquement plutôt réservé à des destinations de ski et autres, ça peut s'entendre. Mais là, c'est vrai que la période de fermeture était. En octobre, fin mars, ouais, c'était pas mal. Mais bon, ça devait quand même tourner pour lui et puis il voulait se reposer un peu. S'il approche de la retraite, je le comprends. Exactement. L'étude de marché, donc là, on est passé sur l'étude de marché des 3 étoiles. Donc pareil, là, donc je vois qu'il y a de l'Ibis qui est du franchisé et plutôt des hôtels qui sont indépendants. Là aussi, on a une période de fermeture sur chacun des hôtels. Là encore, on est sur des tarifs, même sur un 3 étoiles, qui sont bien supérieurs aux tarifs qu'on a pratiqués sur l'hébergement du Christ 3. Donc ça aussi, c'est assez réconfortant quand on regarde les études, même quand vous avez des dossiers de marchands de biens, on regarde les prix de sortie prévisionnels, etc., qu'on voit que c'est cohérent par rapport à la moyenne ou qu'on va faire des bonnes prestats et qu'on est au-dessus ou en dessous. Ça permet de conforter un peu les chiffres et les éléments, même si on n'est pas des experts de l'hôtellerie. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert de l'hôtellerie sur ce point. Donc là, on a le marché hôtelier avec la composition de la clientèle. Donc cette partie-là, je pense qu'elle est un peu moins, peut-être, je ne vais pas dire pertinente, mais utile pour nous sur ce dossier-là. Très utile sur les dossiers de marchands ou d'habitation, de logement classique, plutôt celle-ci, avec les établissements, la haute saison, etc. C'est intéressant d'avoir ces données-là. Maintenant, on va parler un peu du porteur de projet. Donc le porteur de projet, Monsieur Hott, qui fait des opérations depuis 1991, on en a parlé. Il a fait ça à l'international, mais notamment en Europe de l'Est, tu le disais. Et il a déjà fait ce type d'opération. Donc encore une fois, c'est comme pour des marchands. Quand les marchands ont déjà fait des opérations, on sait qu'ils ont réglé un paquet de merde et ils ont été capables de rebondir et d'avancer. C'est la même chose pour lui. Je pense qu'il l'a déjà fait. Et quand on en a fait plus de 200, on en a réglé un paquet des problèmes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Gros track record dans des pays Croatie, République tchèque, Pologne, Allemagne. Maintenant, il a une vingtaine de sociétés en Europe et aux États-Unis. Et il se réoriente sur la France depuis 2020. Il constitue un portefeuille hôtelier avec la société Courbet SA, et c'est celle-là qui vient être financée, avec l'objectif de racheter la cible. Ils ont déjà fait une acquisition, l'hôtel à la Bourboule dans le 63, à Cannes, hôtel Hollywood. Et vous avez les sites si vous voulez aller voir les hôtels. Tu m'en as parlé, vous l'aviez étudié, mais finalement, vous l'aviez écarté en disant non, nous, on va financer à Lourdes. Ça, c'est mieux. Et du coup, on a les éléments maintenant sur la société. Donc, c'est une SA. Donc, c'est des sociétés. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont creuser très loin les analyses des projets. C'est super. Je les encourage à le faire et je les encourage aussi à nous poser les questions. On est toujours là pour y répondre. La société Courbet SA, c'est une société qui est très ancienne, en fait. On l'a mis, qui a été créée en 1955. Elle a été rachetée dernièrement par Jean-François Hott, le porteur de projet. Alors là, c'est aussi un peu particulier. C'est vrai qu'on a aussi une page sur son équipe parce que, bien sûr, il n'est pas tout seul. Dans le groupe, il n'est pas tout seul et il est très bien accompagné d'ailleurs. C'est une structure qui est en fait une société qui est cotée. Et sur le marché de la cotation, il y a quelques coquilles vides, entre guillemets, qui sont des sociétés qui sont listées, mais qui n'ont plus d'activité depuis plusieurs années. Là, historiquement, la société Courbet SA, elle n'avait pas du tout ce champ d'activité-là, hôtelier ou immobilier. Et du coup, il a racheté ces structures. Pourquoi racheter une société cotée coquille un peu vide? Simplement pour s'économiser en temps et en argent
les démarches Administratif, ouais. J'imagine bien, et les frais, pour ouais. aller Ouais. créer une nouvelle société. Voilà. Ok. Ok. Je me rappelle plus comment ça s'appelle le fait de racheter une boîte qui est cotée déjà pour pouvoir s'en servir derrière sur l'activité, mais c'est un process. Je sais que c'était quelque chose qui était pas Ouais. mal réalisé. Très bien. Donc ça explique pourquoi aller de 55, etc. C'est pas lui qui a cette société depuis 55, 1955. Donc il l'a réactivé, il a fait plusieurs hôtels. Donc on a un hôtel qui s'appelle le Hollywood à Cannes, valorisé à 6,1 millions, en cours de rénovation. Le Grand Hôtel Médicis à la Bourboule, village vacances, anciennement du Crédit Lyonnais, aujourd'hui valorisé à 12 millions. Le Charlet à Bourboule également, une pension en cours de rénovation. Et il a déjà aussi fait des opérations à Prague, avec un Sofitel Légende. Ah oui, voilà, il y a la marque Sofitel Alors également, c'est vrai. ça, c'est effectivement une actualité qui est toute fraîche. Pareil qu'on a mis aussi le lien vers la news. Ah, En ok, fait, il était propriétaire de cet hôtel donc à Prague. Oui, tous les éléments qui sont soulignés, c'est des liens hypertextes effectivement dans la fiche projet. Et à Prague, parce qu'on en a parlé, il a eu énormément d'activités en Europe de l'Est. Et cet hôtel est passé sous l'étendard Sofitel Legend, qui est donc quand même le très haut de gamme. très haut de gamme, oui. D'accord. Voilà. Ok, parfait. Donc oui, et donc ça c'était l'hôtel familial. Donc bon bah écoutez, on n'a pas tous la même famille. Valorisé à plus de 45 millions d'euros, donc un gros hôtel qui détient. Et puis bah oui, le passage en franchise, visiblement, c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire. Vous le voyez par ce biais-là. Il y a l'équipe de la boîte. On a un administrateur, on a le développeur finance, le DAF, tu le disais, c'est plutôt pour montrer qu'il n'est pas tout seul et que c'est pas Ouais. entre guillemets l'artisan hôtelier, mais la structure bien charpentée, quoi. C'est une structure qui est intéressante parce qu'effectivement, ça reste un petit groupe. Ils sont pas très nombreux, mais ils ont voulu miser que sur des profils très qualitatifs et justement se positionner sur un volume d'acquisition qui est pas énorme, mais en fait vraiment chercher à faire les bons coups à chaque fois. Là où d'autres groupes hôteliers ou para-hôteliers vont eux avoir une stratégie un petit peu différente, qui est une stratégie un peu plus de mass market, en se disant on va acheter 10 actifs. Sur les 10, il y en a deux ou trois qui seront des mauvais coups. Il y en a quatre qui seront des trucs à peu près flat. Et puis dans le lot, on aura deux, trois pépites. Et puis voilà. Eux, effectivement, c'est pas leur stratégie et ça nous va bien d'ailleurs parce que c'est pas la nôtre non plus. Merveilleux. Et donc ils ont. Donc là, c'est qu'une partie de l'équipe courbée. Hein, bien sûr, il y a Ouais, ouais, d'autres j'imagine salariés bien. sur le groupe, mais là, c'est typiquement des gens aussi qui sont aussi nos interlocuteurs en fait. Ok, ouais, ouais. Ouais, donc ils ont une approche vraiment plus de sélectionner vraiment précisément les actifs. Mais je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est la stratégie un peu des marchands aussi, hein. Le bon projet, le bon actif, celui où on va gagner, plutôt que de prendre entre guillemets tout et n'importe quoi. Donc là, c'est les bilans de la société Courbet SA. Donc du coup, est-ce que tu as des commentaires à faire par rapport à ces éléments-là? Moi, ce que j'avais remarqué simplement, c'est qu'il y a un concurrent qui est quand même assez important. Oui. Ce que je veux dire par là, moi, je regarde toujours ça parce que étant marchand, on a aussi cette question de qu'est-ce qui se passe sur les opérations, les fonds propres, les bilans des boîtes. On voit quand même qu'il a injecté de l'argent à un moment donné, hein. Le compte courant, quand il est là, c'est que c'est les comptes courants des associés de la boîte et donc de lui essentiellement. Donc ça, c'est un premier point. Après, il y a des valeurs d'actifs et des valeurs de dette autres, certainement. Mais du coup, si tu veux commenter sur ces points-là ou le résultat qui est négatif Alors, de la boîte. premier sujet, effectivement, c'est dès qu'on a des sujets un petit peu particuliers, on n'hésite pas à mettre une petite mention, comme là c'est le cas, en haut, généralement qui vient un peu expliquer, et notamment qui vient expliquer le point que tu viens d'aborder, euh, sur, euh, sur notamment le fait que c'est une structure qui va avoir un résultat négatif. Alors, encore une fois, elle a été reprise dernièrement, donc c'était une coquille vide. Quand on voit par exemple que l'exercice 2022, il y a 2 euros de chiffre d'affaires. Alors, d'ailleurs, ça nous a beaucoup fait rire en interne. Quelle est la personne qui a fait la facture de 2 euros? Ça reste un mystère. Mais c'est effectivement une société qui est réactivée. Quand on prend par exemple l'hôtel de Cannes qui a été repris dernièrement et sur lequel il y a plus de 3 millions, 3 millions 5 de travaux, là l'exploitation est lancée, ça y est. Mais du coup, c'est des investissements qui sont colossaux et qui ont été réalisés. On le voit, sachant que là, c'est les comptes au 30-06-2023. C'est-à-dire que dernièrement, il y a encore eu Jean-François tu as encore injecté un compte courant associé, bien sûr, sur les actifs qui, par exemple, l'hôtel Hollywood Cannes n'avait pas de revenus, puisqu'il avait été fermé, entièrement refait, et réouvert. Et là, c'est reparti avec des taux d'occupation et des premiers retours clients qui sont ultra satisfaisants.
Donc, c'est une structure qui est effectivement un petit peu particulière parce que reprise et sur un lancement d'activité qui nécessite beaucoup d'investissement, on le voit, avant qu'il y ait des retours avec du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation. Il y a un autre point là, moi que je note sur des actifs immobiliers, en fait, que ce soit sur des actifs marchands ou des actifs là qui sont immobilisés, parce qu'il y a de l'immobilier qui est immobilisé et pas du stock en marchand, c'est que la valeur de stock dans les bilans comptables est au moment de l'acquisition et on n'a pas de valeur et de revalorisation du stock et ni de revalorisation de l'actif. C'est la valeur au moment de l'achat. Donc les travaux qui ont été faits, etc., finalement ont été injectés par des comptes courants ou par des fonds empruntés à X ou Y endroit, mais on n'a pas forcément en fait de plus-value actée tant qu'elle n'est pas vendue. Hein. C'est le principe. Hein. C'est-à-dire que l'actif et le passif, ils doivent être avec un équilibre en fait. Hein. Et notamment sur le fonds de commerce. Le fonds Exactement. de commerce qui a une notion quand même encore plus compliquée à valoriser avec des murs. En immobilier, à la limite, on peut se référer effectivement à un marché. Alors, le fonds de commerce des hôtels, pareil, il y a plein de ratios pour les calculer, Oui. des analyses des comparables, analyses par les ratios, historique de transactions et autres. Mais c'est aussi, comme la stratégie est d'acheter des hôtels qui sont soit qui périclitent, soit qui nécessitent, donc là je parle de l'hôtel par exemple à Cannes, où il y a 3,5 millions de travaux, avant l'achat, l'hôtel n'était pas très beau. Hein. Soit par exemple cet hôtel à Lourdes, qui marche, mais qui a besoin d'un nouveau souffle. Les valeurs comptables des fonds de commerce au jour de l'achat, comparées à la prise de valeur du fonds de commerce en exercice N+1, N+2, N+3, en fait, c'est vraiment c'est énorme. Donc, il y a effectivement cet actif sous-jacent qui grossit, dont la valeur grossit, mais qui n'est pas forcément retranscrit à sa juste valeur en comptabilité. Et on a justement, là, j'en discutais avec un des membres du cercle, Guillaume, si tu écoutes cette vidéo, qui est dans l'hôtellerie, et il me partageait une étude Pedron, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui fait de l'analyse et de l'évaluation de fonds de commerce, de murs d'hôtels. Et il y a tous les ratios en fonction des secteurs, Paris et ailleurs, en gros, parce que quand même, c'est un peu différent. Mais sur des murs et fonds, sauf erreur de ma part, on était sur des multiples de chiffre d'affaires pour murs et fonds, avec des multiples de 8 à 12 sur Paris. Donc, par rapport au chiffre d'affaires pour valoriser murs et fonds de commerce. Donc là, je ne sais pas comment c'est à Lourdes en termes de valorisation, mais là, on était, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur 1,5 million de CA et un achat à 3 millions. Donc, il a fait un x2 seulement. Hein, c'est effectivement un petit peu moins. Alors, là, en plus, il y a l'histoire autour du Oui, deal. bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, c'est des ratios qui sont intéressants. Entre 8 et 12 fois le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que généralement, c'est des ratios qu'on voit, par exemple, 8 ou 12 fois l'EBITDA. Généralement, quand Ouais, on parle d'EBITDA sur des valorisations d'entreprise, et l'EBITDA, on se rapproche quand même très fort du résultat net. tout à fait. Là, on parle du chiffre d'affaires. Donc, c'est des taux de ratio qui sont très élevés. Et vous pouvez vous amuser à les calculer entre 8 et 12 fois le chiffre d'affaires prévisionnel d'exploitation dans quelques années. Et vous comprendrez pourquoi est-ce que c'est un actif stratégique pour le groupe Courbet. On pourrait dire que si on était marchand, qu'on a une très belle marge. Bon, ça c'est la holding, donc c'est la holding qui est au-dessus de la SAS Courbet. Donc en gros, ils avaient fait une première cible qui était Courbet SA, si je comprends bien, avec cette boîte-là. Et ensuite, bah là, c'est Courbet SA qui va acheter le portefeuille hôtelier. Donc ça, c'est le bilan de la holding du porteur de projet. Donc On pareil, on revoit a un compte courant qui est différent de l'autre et qui, à nouveau, est conséquent. assez conséquent. Donc il y a de quoi injecter. Finalement, en fait, il y a quasiment pas de dette financière. Bon, alors c'est généralement le cas sur enfin quoique ça pourrait être différent, mais sur les holdings, il y a peut-être pas forcément de grosses dettes. C'est plutôt sur les cibles justement. On va endetter les cibles. Bon, mais ok. Avec un résultat net qui était négatif en 2021, largement positif sur 2022, avec un bilan à près de 12 millions. Ok, pour ces points-là, moi j'ai pas spécialement d'éléments de plus à citer sur ce bilan-là. La société cible, eh bien voilà ses comptes. Donc on a eh bien un chiffre d'affaires qui est de 526 244 au 31/12. L'année d'avant, Covid oblige, on avait une baisse du chiffre. Peut-être que ça aurait été sympa, alors je sais pas si c'est possible, dans quelle mesure c'était possible, d'avoir les chiffres avant Covid, tu vois, peut-être un bilan Ah ouais, 2019 ouais pour voir s'ils étaient revenus en 2022 sur les chiffres d'avant avant Covid. Bon. ça, on gardera effectivement pour. Ouais, ça peut être intéressant qu'on rajoute pour le webinaire de mardi. Bien vu.
Bon, voilà, une idée. Donc on est sur des résultats nets négatifs à moins 8 000, moins 7 000, mais j'imagine que ça dépend un peu de la gestion. Il y a peut-être des charges sur un dirigeant, des éléments de ce style-là qui font qu'on arrive sur un bilan négatif. Tu as des infos là-dessus ou pas spécialement? Pareil, en fait, enfin, c'est quelqu'un qui avait pas de, enfin, il n'y avait pas de dette bancaire, entre guillemets, donc il n'y a pas besoin Ouais, d'avoir des beaux bilans pour aller c'est ça. lever de la banque, enfin, lever de la dette auprès de la banque. Euh, on en parlait, ce sont des business qui ne se valorisent pas sur le résultat, mais qui se valorisent sur d'autres Sur le ratios. chiffre d'affaires, tout à fait. Pareil, voilà, Ouais, soigner les ratios. Lui, c'est la structure sur laquelle il se rémunérait. ouais, Et on voit, nous, on part du principe que c'est un peu l'épaisseur du trait, entre guillemets, donc quand on voit par rapport au, euh, aux capitaux propres, il y a quand même un ouais. capital social qui est important, il y a un peu de réserve. Donc, en fait, c'est des sujets, il aurait fait plus 7 ou il fait moins 7. En fait, ça change, pour lui, ça change rien, pour son exploitation, ça change rien. Généralement, c'est plutôt de faire un résultat pour éviter l'IS. Mais cela ne nous regarde pas. En tout cas, effectivement, oui, il n'y a plus de dette sur les actifs, aucun. Donc, il doit exploiter l'hôtel depuis longtemps. Il avait peut-être fait un emprunt au démarrage. Donc, lui, bah, il a monté un hôtel. Il a des murs complètement libres de toute dette, un fonds complètement libre de toute dette. Donc, ben, c'est très bien comme ça. On a l'historique du porteur. Bon, on en a déjà parlé. Allez voir un peu si vous voulez les hôtels qu'il a réalisés et les éléments qui sont mentionnés avec les petits liens à cliquer dessus. Et puis, bah, on a ensuite bah, les garanties du projet, parce qu'on est toujours là, je vous le rappelle, pour le projet de l'Alpha, c'est une collecte à plus de 2 millions. Donc, on a une caution personnelle sur les 3 342 000. Donc, j'imagine que ça, c'est le montant collecté plus des intérêts sur la durée max. OK? On prend, c'est un ratio de montant de collecte qu'on augmente avec un certain ratio pour couvrir. C'est ce qu'on prend aussi quand on prend, par exemple, des garanties à plein demande sur d'autres structures, type holding ou FI. Pareil, on a toujours ce ratio de dire on prend juridiquement en garantie le montant collecté, qui est la base, en fait, ce qu'on appelle le principal, le principal Oui, de la dette, et on l'augmente, bien sûr, les pour accessoires. aussi les accessoires, voilà, en plus des frais accessoires. Et donc, du coup, bah, la caution personnelle, elle est prise sur ce porteur. Oui. Effectivement, vous le montrez. Et puis, alors, je préfère le dire à tout le monde. En général, on va pas publier les états patrimoniaux des uns et des autres. Donc, c'est jamais mentionné. Mais vous faites la due diligence vous-même et vous le savez. Nous Et avons, là, pour le coup, pour votre nous, parfaite on a accès information, aux le patrimoine net, 10 fois le montant collecté. Donc, le patrimoine net est plutôt conséquent. Voilà. Donc, ça, c'est C'est plutôt important un de le bon préciser. point. Nous, effectivement, on a toujours accès aux informations, ce sont des informations qu'on demande. Il y a du déclaratif, mais il y a aussi des pièces, bien sûr, Ouais. qu'on va aller étudier dans le cadre de la couverture de la caution personnelle et de la solidité du porteur de projet. Et là, encore plus que dans d'autres dossiers, j'ai presque envie de dire. Et l'avantage, c'est qu'on avait beaucoup de matière, là, il y avait beaucoup à regarder aussi euh, sur le patrimoine de Monsieur Hott. Mais effectivement, on est sur une couverture de caution qui est sur une qualité de signature de caution qui est plus qu'appréciable. Donc là, je vous rappelle, c'est un financement de murs et de fonds. Donc la garantie est prise sur les murs et les fonds. Donc on a un nantissement du fonds de commerce et sur les murs avec l'hypothèque. Donc le foncier et le nantissement du fonds de commerce. Donc le nantissement du fonds de commerce, c'est comme si vous preniez, bah, entre guillemets, hein, c'est un peu un abus de langage de ma part, mais une GAPD sur la boîte finalement. C'est un peu ça? Ou c'est encore plus que ça? Moi, j'aurais même presque fait l'abus de langage sur l'hypothèque, dans le sens où, en fait, le lotissement dans un fonds de commerce comme ça est inscrit. Après, il est partagé, en fait, il est Ah oui, publié au greffe il est du publié. commerce. C'est-à-dire Oui, donc qu'il est ok. public et il y a des rangs, en fait. On se prend, comme une hypothèque, on peut prendre un nantissement en quatrième rang du fonds de Ok. commerce. Donc la question, c'est qu'après, c'est comme pour les inscriptions hypothécaires, quelle est la valeur de la bête, entre guillemets, quel est le rang et combien ont les dettes avant nous. Donc là, on sera en premier rang sur le fonds et mur. Ouais. Et donc, sur le fonds, on en a parlé. Actuellement, le fonds n'a pas beaucoup de valeur à l'instant T. On a parlé des ratios, on a parlé des chiffres prévisionnels d'exploitation. Donc, je vous laisse faire vos calculs. Le fonds aura quand même sensiblement de la valeur. Donc là, on prend effectivement, comme on a cette particularité d'avoir cette société cible qui détient la typologie, il y a des murs, il y a du fonds, on prend les garanties inscrites sur les actifs détenus par la société. Et c'est effectivement plus juste parce qu'en plus, la société, je disais, c'est comme si c'était sur la société, mais non, parce que c'est juste sur le fonds de commerce de cet hôtel-là. Vous ne prenez pas sur les autres fonds de commerce des autres boîtes.
Enfin, de la Non, boîte c'est ça. Courbet, ça, effectivement. C'est ça. Donc oui, On c'est vient plutôt cibler. une hypothèque d'un fonds de commerce, entre guillemets. Ouais. Et l'hypothèque de rang est aussi prise sur l'actif. Donc, une expertise a été menée sur les murs seuls, donc sur les murs seuls, en plus de l'évaluation des fonds de commerce et des ratios dont on a parlé. L'évaluation elle est à 3 410 000, donc on a une couverture à 122% par rapport au montant collecté, plus le fonds de commerce, plus la caution perso du dirigeant. Donc ça, c'est au niveau des garanties qui sont prises. C'est indiqué ici. L'expertise, donc la valeur mur et fonds valorisée en état à 3 860 000. La valeur seule de l'expertise, vous en avez fait plusieurs a priori et vous avez retenu la moins importante, 3 millions 4. Donc c'est là où on Ouais. voit que finalement, en fait, le fonds est très peu valorisé parce que le delta entre À les murs date. et le fonds, il n'est pas énorme. Mais à date. Et comme on disait, le jour où l'enseigne, bon, peut-être avec Louvre-Hôtel, signe, certainement que le fonds de commerce prend un bon billet. Et puis quand ils auront fait la montée en gamme, l'ouverture à l'année, et puis clôturer un bilan de plus, là encore, ça augmente, et ainsi de suite. Donc c'est une prévision du futur qui est plutôt encourageante, en tout cas si on le regarde comme ça. Et On a l'expertise, d'ailleurs, elle est mentionnée. Une fois qu'il y aura une signature, valeur vénale mur et fond, donc c'est ça, on sera à 10 600 000. J'avoue que je l'avais même pas vu ça. Et je vous disais tout à l'heure, on est entre des ratios de 8 à 12. Bah, le jour où ils vont faire la franchise plus le million 5 de chiffres, bah, vous faites x10, vous faites x8, vous êtes dans ces ordres de prix-là. Donc ça, effectivement, c'est très bien que tu ne l'aies pas vu avant. On n'a pas voulu, encore une fois, souci de d'honnêteté intellectuelle, axer la présentation et axer la couverture de risque sur cette expertise-là, parce que là, on est dans de la projection. Ouais, Nous, ce qu'on aime projection. bien, Ouais. c'est travailler sur la date. Donc c'est de la projection qui est réaliste. On vient de parler des ratios, tu en as parlé toi-même, et qui est plausible de par l'historique du groupe avec notamment ce réseau-là ou d'autres. Euh, on l'a mentionné, mais encore une fois, on le mentionne, c'est pas du tout le cœur de l'analyse. On se concentre vraiment sur la valeur à date des actifs qui sont présents dans la société qui est rachetée. Mais du coup, pour les personnes qui regarderaient cette vidéo, regardez bien les éléments qui sont valorisés. Des fois, ce sont uniquement les murs, des fois, ce sont murs et fonds. Donc ici, on a l'expertise qui est sur les murs seuls, murs et fonds. Et là, l'expertise après, enfin en tout cas, l'expertise de valeur une fois la signature, c'est murs et fonds. Donc, il ne faut pas tout confondre parce que sinon, on compare des pommes et des carottes. Le financement de la première brique en compagnie du porteur de projet pour la SA courbée. Juste une question, je me pose une question là en revoyant ça maintenant. Il manque pas OTT héritage entre-temps? Non, parce qu'en fait, nous, on D'accord? vient vraiment financer la SA Courbet. La SA Direct? Courbet qui Ok. Ah oui, oui. Alors d'accord, pardon, mais finalement, les fonds qu'il amène, c'est la holding de ce porteur. C'est ça que je voulais dire, plutôt de ce côté-là. en fait, la SA Courbet, donc il y a une partie qui est cotée, c'est-à-dire qu'il y a une Ah partie ok. c'est sa structure à Ok. côté. Donc lui, il va détenir du capital avec aussi son épouse, on le mentionne dans la slide sur la société. Et il y a une partie D'accord. de flottant qui est Ah, ok, ok. n'importe qui peut acheter dès demain des actions de SA Courbet. Ok. Non, en fait, je pensais que c'était effectivement, mais oui, il y a cette histoire de cotation et du coup, c'est un petit peu différent sur les points. Donc, l'opération financée 78% par investisseur, la première brique, et l'apport du porteur de projet, pardon, 22%. Donc, il est quand même impliqué sur des ratios classiques qu'on retrouve sur des opérations de marchand. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se passerait dans le cadre de l'acquisition d'un actif de ce type-là, hôtelier, plus classiquement. En banque, mais moi, ça me semble quand même cohérent qu'ils mettent ces montants-là d'apport en fait, sur le projet. Il aurait mis vraiment très peu, j'aurais peut-être été un peu plus étonné, mais est-ce que tu as les ratios habituels sur le rachat d'hôtel? C'est quoi les fonds propres demandés en règle Alors, générale? généralement, c'est un petit peu moins sur un rachat d'hôtel qui est déjà exploité. Parce qu'en pareil, la banque va avoir la vision, quelle est la valeur de l'actif du fonds de commerce. Là, comme on a un fonds de commerce, et ça explique aussi d'ailleurs pourquoi est-ce que l'opérateur fait appel à nous, en fait, c'est un, euh, à date, aller voir une banque, ce serait pas très intéressant. Par contre, c'est les domaines où c'est extrêmement intéressant d'aller voir une banque une fois que l'activité est relancée, parce que là, on peut faire en fait des refinancements bancaires, non pas sur la valeur d'achat, mais sur la valeur à date. Et du coup, potentiellement, un refinancement qui viendrait libérer d'importantes liquidités pour financer des travaux qui vont encore augmenter la valeur du bien, ou des liquidités qui permettront de faire d'autres acquisitions.
Bon, tu m'as devancé parce que j'allais dire, mais qu'est-ce qui fait qu'un grand monsieur comme ça, avec un grand groupe, vient solliciter une grande plateforme? Ah non, je sais pas pour le dire, Ah, mais t'as pourquoi failli ils me vont vexer, pas attention. voir, pourquoi ils vont pas voir la banque classique ou leur banque privée, leur banque d'affaires ou je ne sais quoi pour financer ce type d'actifs ou le financer même en fonds propres. Donc ça, c'est la question qui me serait venue de base. Alors j'ai quelques idées déjà. J'imagine pourquoi ils font pas en fonds propres. Si on peut faire un peu de levier, autant le faire. Donc Ils en font ça, certains, par exemple, la Bourboule, c'était en fonds propres, il y avait un fonds propre. L'hôtel Cannes Hollywood, ils ont tout fait sur fonds propres, ils ont juste fait une petite ligne obligataire après à 750 000 euros. ok. Euh, et là, il y avait ce dossier-là. Donc, effectivement, tu as parlé de l'effet de levier. Enfin, c'est des opérateurs, ce sont des groupes qui ont grossi, se sont construits sur le principe même de l'endettement et de l'effet de levier. Bien sûr, comme tous les investisseurs locatifs, comme tous les marchands de biens, en Le fait, on marché pourrait bien, les potentiellement, alors pas promoteurs tous, hein, immobiliers. mais certains pourraient le faire en fonds propres, d'autres pas, mais si on le fait malgré tout avec du financement, c'est que peut-être il y a d'autres opportunités qu'il faut qu'on puisse saisir. Vaut mieux se diversifier sur les risques et en fait, le TRI sur nos fonds propres, il augmente naturellement quand on fait de l'effet de levier avec des financeurs, quels que soient ces financeurs. Et pourquoi pas une banque? Tu as répondu. Une fois qu'on a financé avec une banque, le faire refinancer sur une nouvelle valeur d'actif, ça va être compliqué. Alors que là, j'imagine que ça sera beaucoup plus simple de le faire encore, entre guillemets, comme refinancer une seule fois par une banque à une valeur bien plus importante, quoi. Et c'est aussi, encore une fois, en toute transparence, Jean-François, tu as un énorme track record, notamment, et le groupe Courbet et son équipe ont un énorme track record, pardon, notamment en Europe de l'Est. En France, c'est un peu plus récent. Donc, Ah oui, l'idée aussi, c'est d'arriver avec encore plus d'éléments de rassurance, avec des hôtels qui sont, par exemple, comme l'hôtel de Cannes, déjà retravaillés intégralement et remis en exploitation. Et donc, du coup, c'est aussi d'arriver avec plus d'impact auprès de banques en s'appuyant sur, encore une fois, du concret, et du concret notamment en France, avec un groupe valorisé en France et des actifs français. dernier point, je voulais mentionner, c'est pas une sortie entre guillemets classique, c'est pas une vente d'actifs, vente des murs et du fonds de commerce, c'est une sortie, en fait, vous serez remboursé et investisseurs seront remboursés par une banque. C'est assez étonnant, mais du coup, a priori, ça serait ça, c'est un refinancement bancaire, la sortie qui est prévue, c'est ça? C'est un peu l'inverse de ce qu'on a l'habitude de vivre parfois. Alors moi, ça me va très bien. Mais effectivement, oui, c'est ça. Donc, pour information, donc le groupe CoBSA nous a demandé de définir une durée minimale à 9 mois. Eux, c'était leur target. Voilà. On a considéré que c'était un scénario optimiste, 9 mois. À compter de l'acquisition, encore une fois, on parle de 9 mois à partir du 25 mars. On a pris la partie à nous sur un scénario pessimiste de 24 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà parce qu'on on construit nos scénarios souvent sur les analyses pessimistes, hein, c'est notre rôle. Et ce qu'on a aussi cherché à voir, en fait, c'est si jamais il n'y a pas ce refinancement bancaire, pour X ou Y raison, quelle est la capacité de l'actif et de sa génération de valeur intrinsèque pour venir rembourser la dette, couplée éventuellement à d'autres actifs déjà en portefeuille dans le groupe qui, eux, n'ont pas de dette à rembourser. En gros, s'il n'y a pas cette sortie-là, comment est-ce que de façon autonome au sein du groupe, la création de valeur d'exploitation permet de rembourser la dette de la première brique, que ce soit en une seule échéance ou que ce soit peut-être un peu plus étalé en 2 ou 3 remboursements partiels sur la période 9-24 mois. Pour le résumer et le faire simple, c'est 2 785 plus intérêt. Comment en fait, par l'exploitation des hôtels, le groupe Courbet va pouvoir vous les rembourser sans forcément qu'il y ait une banque qui vienne refinancer. Et donc du coup, ça semble cohérent sur une période de 24 mois de pouvoir le faire, compte tenu des autres groupes et des autres hôtels qui seront déployés. Et puis potentiellement, en 9 mois, ils vont aller très vite, ils vont refaire monter le chiffre d'affaires, ils vont redresser la barre, les autres vont bien tourner, ils se font refinancer et on sort plus C'est ça. vite. Et sinon, 16 mois, ça semble la zone intermédiaire pour la sortie. Et le pessimisme, Exactement. 24 mois. Ok, En fait, bon, très clair. on voulait pas embarquer les investisseurs sur une opération où la seule sortie reposait sur un refinancement bancaire sur lequel nous, on n'a pas la main. Ça, c'est un des gros critères dans nos opérations, dans notre analyse de risque, c'est pouvoir anticiper les sorties, visualiser les sorties, et je dis bien les sorties pour pas qu'il n'y en ait qu'une seule. Donc, généralement, sur le marchand de biens, ça va être la vente, mais on peut avoir la main. Alors, on peut, dans pas mal de dossiers, on met des clauses de baisse de prix. Quand on a les hypothèques, on peut un peu pousser les gens à vendre quand ils n'ont pas forcément la motivation des fois d'ajuster le prix à la réalité du marché. Et là, c'était pas forcément le cas de figure envisagé, donc on ne voulait pas être dépendant de la sortie unique à un refinancement bancaire. Très clair.
Bon, bah écoute, là c'était la partie du financement. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont été répondues. On arrive à la fin, donc la signature de la promesse de vente, ça fait 1 an qu'il est sous promesse. Enfin, promesse de vente, du coup, oui, si, c'est une promesse de vente, mais C'est une pour les sessions promesse de vente d'action, effectivement. d'action. Mais du coup, Ouais. voilà, promesse de vente immobilière d'action. Euh, Ils ont structuré tout ça et le plan de reprise qui a été établi. Vous intervenez et les investisseurs vont le financer à partir de mercredi prochain, on l'espère pour vous. Décembre, refinancement prévisionnel, peut-être ça sera plus tard, avec un remboursement maximal du projet en 2026. On a fait le tour. Alors, la synthèse, on revient à la synthèse. Moi, j'aime bien voir la synthèse, voir si on n'a pas oublié des trucs. Allez. Parce que la vidéo, elle est longue, hein. J'avais pas prévu que ce soit si long. Mais bon, écoute, on a fait le tour là-dessus. La couverture hypothécaire sur l'hôtel, extrêmement confortable en marge basse ou en hypothèse basse, pardon, c'est mes réflexes de marchand, ben oui. Et surtout que ben, certainement que les valeurs de l'hypothèque vont augmenter. Et puis, on a parlé, le fonds permet d'augmenter la couverture, c'est marqué également. L'expérience considérable du porteur de projet et de son équipe qui est structurée, ben, très bien. Le groupe OTT, le groupe HOT, et son patrimoine conséquent du porteur. Donc ça, c'est la troisième garantie. En fait, là, on a parlé des deux premières, puis là, on parle de la troisième, plus de son track record. La stratégie d'exploitation cohérente, bah oui, effectivement, ça a l'air d'être carré. Il y a des business plans faits par des experts indépendants aussi du porteur de projet. Je pense que c'est intéressant de les avoir. Les boîtes de consulting, il les a pas payées pour qu'elles aillent dans son sens, mais juste pour que lui gagne de l'argent in fine et que ça aille au bout. Donc il faut que ça soit juste. Apport important du porteur de projet, 22%. Et puis on en a parlé, bah oui, alors les points faibles, sortie en refinancement bancaire, mais tu as parlé de facilité par la mise en place d'un contrat de franchise et la possibilité de sortir par autre chose qu'un refinancement bancaire. Donc finalement, ça c'est un point plus. L'état comptable de cours BSA, mais on l'a expliqué, il a repris la société récemment et il est en train d'avancer là-dessus sur l'exploitation des hôtels. En fait, les bilans vont être positifs dès lors que les hôtels seront complètement ou pleinement Ça. exploités vis-à-vis des bilans qui sont énoncés. Bon, bah Ce qu'on aurait écoute, pu mettre en point faible, alors on l'a pas mis parce qu'en fait c'est un peu intrinsèque. C'est point faible, c'est qu'en fait c'est une opération qui a quand même un risque lié à l'exploitation. On a utilisé le mot plusieurs fois dans l'échange qu'on vient d'avoir, un Covid par exemple. ouais. Ça pourrait être mauvais. Donc c'est sûr qu'on est soumis à des risques d'exploitation, mais après bon, dans ce cas-là on peut mettre tous les risques hôteliers À chaque fois, imaginables. on pourrait le mettre, hein, on pourrait mettre qu'il pourrait avoir un risque d'accident, une bombe, un accident météorologique, Voilà. des gilets jaunes à Paris ou une fermeture pour X ou Y raison. Donc oui, 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 c'est certain. Et on le Voilà. Mais rappelle effectivement, encore une fois, c'est un cette projet vidéo, c'est avec de pas. l'exploitation. Donc, il y a Il y a de effectivement l'exploitation, ce hein. risque d'exploitation, mais qui est tellement intrinsèque que, en fait, enfin, C'est évident, si on l'a pas saisi, enfin, mais c'est comme toute boîte, elle a le risque de, à un moment, s'arrêter au niveau de son activité, plus ou moins, quoi, voilà. Mais voilà, je le rappelle d'ailleurs dans cette vidéo, je le fais à chaque fois, c'est pas un conseil en investissement financier ces vidéos. On n'est pas là pour vous dire d'y aller, de faire all-in. Vous regardez, c'est de l'information, de l'éducation et d'essayer de comprendre un peu mieux les projets et les porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils font et comment ils le font. Et là, je trouvais très très cool de t'avoir pour ce projet, pour plusieurs raisons, parce que c'est votre plus gros oui, à date à date, bien à sûr. date. Voilà. Donc c'est une collègue qui est très prochaine sur un actif un peu particulier. Alors d'habitude on a tendance à mettre des petites étoiles, etc. Là c'est un projet un peu mixte. Alors si je devais mettre des étoiles, je mettrais des grosses étoiles sur la garantie du projet pour moi, parce que l'actif et la valeur de l'emprunt sont relativement très bien couverts sur la stratégie d'exploitation à la partie hôtelière. Je suis pas, à mon avis, suffisamment compétent et je préfère clairement le dire sur les business plans, les chiffres qui sont annoncés, etc. Même si j'imagine que ça a été très bien fait sur ce point, mais je préfère le préciser. Écoute, Thomas, on a fait un gros tour de ce projet. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ou des éléments à préciser? Non, déjà, alors moi, je tiens vraiment à remercier ton action générale pour analyser des dossiers, que ce soit sur des projets de la première brique ou d'autres plateformes, parce qu'effectivement, on a vu ces derniers mois se multiplier des analystes et des analyses un peu parfois superficielles et qui malheureusement peuvent aussi induire en erreur des investisseurs. On insiste toujours sur le fait que il faut investir dans les projets que l'on comprend et qu'il ne faut pas hésiter à poser des questions. On a une équipe qui est dédiée à cela. On est bien sur des questions très techniques, très poussées. On se fait toujours un plaisir de répondre à toutes les questions. Et effectivement, ton action, pour moi, est louable. C'est aussi de dire on a beaucoup la voix des investisseurs dans le crowdfunding, mais on n'a pas trop la voix des opérateurs, des porteurs de projets.
Et effectivement, quand tu nous as parlé sur l'initiative d'un marchand de biens qui regarde des projets de marchand de biens, ça prend vraiment tout son sens. Donc, merci beaucoup à toi pour le faire. Je tiens à préciser le faire de façon non rémunérée, parce que c'est aussi important dans le monde de la communication et de l'Internet, comme on pourrait dire. Ouais. Parfois, on n'y va pas trop clair entre ce qui est rémunéré et pas rémunéré. Et effectivement, l'idée, c'est aussi de le faire avec une visée éducative, d'où l'échange qu'on a eu. C'est un projet particulier avec beaucoup d'enjeux pour la première brique. Nous, nos équipes sont mobilisées, c'est quelques centaines d'heures au carré, vous vous en doutez. D'ailleurs, pour ceux qui regardent la vidéo, on est encore en train de travailler dessus. Bah, on est samedi, hein. Mais bon, quand on aime, on compte pas. Et du coup, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, et ça nous tient à cœur aussi que la communauté comprenne et adhère à ce projet. Pour cela, n'hésitez pas à poser vos questions. Bon, bah, très cool. Merci en tout cas d'avoir participé à cet échange. Oui, tu as bien fait de le rappeler. Oui, je suis pas rémunéré. Je suis pas vraiment un influenceur sur YouTube. Moi, je le fais pour le CERF, pour montrer un peu les compétences qu'on a sur l'activité de marchand de biens et un peu plus loin sur l'immobilier en général, l'analyse de dossiers. Donc, non, même si je partage des fois des codes promo, etc., ça paye à peine les pattes. Mais c'est déjà très bien et ça me va très, très bien. Donc, oui, j'oublie même d'ailleurs de le dire. Si vous voulez avoir 1% de plus, vous mettez le code MDB. Quand vous allez sur votre collecte, il y a un code de parrainage autour pour votre premier investissement. Mettez-le, ça fera toujours plaisir. Je le réinvestis sur les projets de la première brique, c'est pas pour partir aux Bahamas. Et puis voilà. En tout cas, ben, je te remercie encore une fois. Tu passes C'est le bon. bonjour à ton cher associé. Ben, bon courage pour cette levée. Bon courage aussi, parce que je le dis à chaque fois quand je fais une vidéo, à l'opérateur pour ce projet, parce que bah, Ouais. moi je suis entrepreneur moi-même, et c'est quand même des projets, il y a des hommes, des femmes derrière qui bossent sur ces dossiers. C'est des business, et c'est des entreprises, et c'est des chiffres financiers, mais il y a quand même bah, de l'immobilier, des actifs, des gens qui vont passer des séjours sur cet hôtel-là, etc. Donc c'est toujours cool d'avoir quelque chose relié à de l'économie réelle, je trouve. Donc c'est un très très bon point de se rappeler de cela aussi. Donc bonne chance à lui et à toute son équipe. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Cercle pour de nouvelles analyses avec la première brique ou d'autres plateformes parce qu'on n'est pas fermé du tout là-dessus. Et puis, bons investissements pour ceux qui le feront et bonne journée, bon week-end pour les autres. Salut!